Salut à tous, épisode 3, c'est la suite avec Astana. On est sur Pro Cycling Manager 2024 et ce qui va nous occuper ici beaucoup, c'est Tirreno Adriatico, le premier vrai objectif sponsor, le premier objectif tout court. On vient à l'épisode précédent d'achever le mois de février ainsi que d'aller chercher une victoire complètement inattendue, vous savez où. Je crois que les images parlent d'elles-mêmes. Bien joué Scaroni. Et en fait, ce qui est très intéressant ici, voilà, c'est qu'on va enfin pouvoir voir quel est l'impact des objectifs. Moi, j'ai envie de voir le score augmenter si jamais on arrive à faire le top 10 sur Tirreno. J'ai envie de voir également de quelle manière est-ce que tout cela va se répercuter peut-être dans l'onglet prospection. L'onglet prospection, c'est celui qui va permettre d'aller chercher comme ça de nouvelles offres avec de nouveaux sponsors. Alors, c'est amusant, les sponsors sont couplés. Donc il y a à boire et à manger, hein, sans jeu de mots. Sinon, avec de la vitelle, avec machin. Sinon, la mini déception quand même des pavés, mais je suis persuadé que ça va être réglé ce truc-là, j'ai relativement confiance. Allez, c'est parti. Tirreno Adriatico tout de suite. Et on peut dire que sur ce Tirreno Adriatico, j'ai mis le paquet, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on s'est doté non seulement d'une équipe très très performante sur le terrain accidenté, mais en plus, on va toucher notre pic de forme pour les coureurs présents assez rapidement. Et en tout cas, je vous garantis qu'on l'aura au pire à l'étape 6, qui est l'étape qui va probablement déterminer le classement général final on verra, hein, Tejada peut-être peut nous sortir une grosse surprise. Pourquoi ? Parce qu'il a déjà fait un bon contre-la-montre individuel sur l'étape 1, comme vous avez pu le voir. Tejada, pas ridicule, je ne regrette pas les investissements en matériel de contre-la-montre. En revanche, pour Fortunato, faudra briller d'une autre façon, c'est logique. En contre-la-montre, il n'est pas très fort. Battistella et Ballerini auront plus un rôle d'équipier. Et puis arrive le patron, hein, j'ai nommé Alexei Lutsenko, qui lui est un bon rouleur, nous le savons tous, même quelqu'un qui peut parfois gagner des contre-la-montre, IRL comme dans le jeu, enfin tout dépend du plateau en face. Là c'est vrai qu'avec le gratin du contre-la-montre mondial qui est présent, c'est plus délicat, en tout cas une partie du gratin dirons-nous, avec Sheffield qui tient le meilleur temps devant Bissegger. Attention, hein, Pogacar et tout sont pas encore passés, donc on s'attend à quelques trucs. Vous voyez ici, on fait un contre-la-montre assez propre, avec une oscillation entre 86 et 87 d'efforts personnels. Ok, 27 secondes, ça me va. Est-ce que Stefan Kung va aller tout dynamiter ? Non. Il vient juste égaliser le temps de Sheffield. Et est-ce que Tadej Pogacar va venir tout de suite marquer les esprits ? Pas tant que ça. Pas tant que ça. En revanche, regardez Van Der Poel, toujours très fort sur les prologues. Quand je parle de prologue, attention, Ganna. Ah oui, voilà. Ganna qui vient aussi échouer très très proche de Sheffield et Kung. Mais la victoire restera pour Magnus Sheffield. Et Pogacar n'a pas tout dynamité, mais possède déjà quand même 6 secondes d'avance sur Lutsenko. Je regarde en fait, c'est mon espèce de repère, hein, Tadej Pogacar. Je ne comparerai jamais Lutsenko à Tadej Pogacar, mais il se trouve que c'est lui qui va peut-être gagner ce Tirreno, donc autant avoir cette référence-là. Ensuite, étape 2, regardez, la petite difficulté au milieu, mais le final est très très plat. Je ne vois pas comment nous pourrions échapper à un sprint massif. D'ailleurs, on n'y échappera pas. Et c'est ça qui est bien, hein, c'est qu'au moins le jeu se comporte bien là-dessus. Hein, il nous laisse peu de place ou aucune place pour une échappée victorieuse. Sur ce type d'étape, ce serait un drame si c'était le cas.
non, non, non. Là, ça va vraiment y aller. Alors nous, on est juste en gestion, hein, dans ces cas-là. On essaie de se préparer à juste prendre quelques petits trous à la fin, histoire de ne juste pas subir de cassure. Mais on est complètement persuadé que rien n'est pour nous. À part, voilà, je donne un petit ticket à Ballerini pour pouvoir aller, s'il le souhaite, sprinter, mais on n'est pas invité, hein. Regardez, on n'est pas du tout invité. Jonathan Milan, bien plus fort. Moschetti qui vient prendre comme ça une jolie place. Et on est hors du coup, hein. On va pas se mentir. On est complètement hors du coup, mais c'est normal, hein. On n'est pas invité sur les sprints. J'ai fait un autre choix. Il aurait fallu emmener plusieurs coureurs si on avait emmené un sprinter. Donc forcément, ça aurait conditionné l'équipe. Or, je joue le classement général. Je joue pas les victoires d'étape. Rien à faire ici. Allez. Le gratin s'est un peu fait dominer ici, hein. Je parlais de gratin du sprint, mais quand on voit le comportement de Merlier, Olaf Koy et compagnie, qui était un peu aux fraises, hein, sur cette première étape, il n'y a que Milan qui a vraiment été à la hauteur des espérances. Étape 3 ensuite. La classification est de type vallon pour cette étape-là, mais il suffit de regarder le profil pour s'apercevoir que finalement ce sera sûrement que quelques sprinters, en tout cas les plus forts d'entre eux, pourront se mêler probablement à la lutte, hein. Je pense à ceux qui passent particulièrement bien les bosses. Ça, c'est une étape qui est vraiment pour Van der Poel, hein, parce que les pourcentages ne sont pas, on va dire, excluants, hein, pour ce dernier, hein. Donc peut-être même que d'autres passeront, hein. On va voir ça tout de suite. Nous, on a quand même essayé d'imprimer un rythme, ou en tout cas rester très bien placé à l'avant en ces derniers kilomètres là, notamment la dernière difficulté pour laquelle il faut, bah oui, c'est ce que je fais ici avec Velasco, avec Battistella, avec Scaroni. Il faut essayer au moins d'être dans les 30 premiers à basculer, mais c'est dur, hein, regardez, parce que tout le monde accélère ici. Très bien, hein, très bien. Moi, je suis content que le jeu nous propose ceci. Regardez, en fait, c'est amusant. J'ai utilisé un effort curseur assez fort pour Velasco, Battistella, Scaroni. Et en fait, ils n'ont pas été capables de prendre une bonne place dans le groupe avant du peloton. Au contraire de Lutsenko avec Tejada dans la roue, qui, lui, par contre, a réussi à bien se positionner. Bon, ok, donc ça a beaucoup attaqué sur cette dernière difficulté. Puis maintenant, on est sur un faux plat montant qui précédera un petit peu de pourcentage avant la ligne d'arrivée. Donc, il est quand même de circonstance de rouler très très fort. Avec Battistella ici, Scaroni prêt à prendre le relais quand ça pourra se faire. 4 hommes sont un tout petit peu échappés. Allez, Scaroni, vas-y, tente ta chance, mon grand. Mais ouais, c'est pas mal. Allez, il faut tenir le coup. 4 hommes ont une vingtaine de secondes d'avance. Il y a Pidcock. Aïe, il fallait pas l'emmener, lui. Fallait pas l'emmener. Matteo Trentin qui essaie de s'accrocher, mais c'est pas évident. Et puis le groupe des favoris qui s'est quand même un petit peu réduit. Vous le voyez, à environ 35 coureurs. Dans la foulée, la ligne s'annonce dans 2 km. Il y a toujours une douzaine de secondes. Ah, ça c'est pour Pidcock, faut pas rigoler non plus, hein. Il devrait y arriver, le puncher anglais. Ouais, magnifique. Magnifique victoire pour Tom Pidcock ici. On vient faire les places d'honneur. On vient faire 2 et 4 sur pas grand chose, hein, sur un peu de bluff. Sur aussi, on le sait tous, des fins d'étape sur ce type de profil qui sont pas forcément superbement bien gérés par l'IA. Moi, je m'attendais à Van der Poel, hein, mais sincèrement, je suis presque déçu que ce soit pas le cas. Après, voilà, 4 mecs qui sortent à la fin, qui tentent leur chance, le peloton qui a pas vraiment de raison de rouler, parce que finalement, ces 4-là ne sont pas du tout une menace au classement général final. Et finalement, tout rentre dans l'ordre. La victoire d'étape pour Ineos. Très bien. Pas grand chose à dire. C'est déjà la deuxième, hein, tiens d'ailleurs. Hein.
Victoire pour Ineos sur ce Tirreno. Voilà, ensuite, l'étape 4. Alors, l'étape 4, elle arrive. Voilà. Ici, il n'y a pas grand-chose à signaler. À mon avis, ça va se jouer au sprint, l'histoire. Parce que l'énorme ascension du premier tiers, on va dire, petite moitié d'étape, ne sera pas discriminante. Donc j'envoie quelqu'un à l'avant. J'envoie Battistella, parce que si on pouvait essayer d'aller voler un peu les points de la montagne, j'ai envie de me faire plaisir et de montrer le maillot. Je voulais voir un petit peu si la visibilité aussi, je voulais tester cet aspect-là du jeu. Est-ce que la visibilité allait être bonne pour le sponsor, étant donné qu'on se montre bien, qu'on s'est montré aussi à l'étape précédente. C'est notre seul outil, hein, par moment, nous. C'est partir en échappée, hein, pour une équipe entre guillemets aussi faible. Il n'y a pas d'autre opportunité. Vous voyez que les sprinters sont passés le plus tranquillement du monde dans le peloton des favoris. C'est normal. On a laissé beaucoup de champ à l'échappée. Et c'est comme ça, en fait, que ensuite les équipes de sprinters vont travailler, vont essayer d'imprimer un bon rythme pour doucement mais sûrement reprendre cette échappée. Vous voyez, à 40 km de l'arrivée, il n'y a plus que 2 minutes 30 pour le trio de tête. On a bien compris qu'il n'y aura pas eu de bonne sortie sur la durée pour ces trois-là, mais il n'y a rien de plus logique. C'est très bien. J'aime la logique en cyclisme. Alors allons-y. Ça roule très très fort. C'est terminé dans quelques secondes. Voilà. Pour les échappés du jour, qui auront quand même bien montré le maillot. Très satisfaisant pour moi. Et puis ensuite, on va essayer d'aborder le final. Alors, dans le final, regardez, il y a ce sprint pour le classement par points qui voit ici les sprinters principaux, dont Jonathan Milan, s'expliquer entre eux. Puis après, il y a toujours des trucs à tenter avec les punchers. Allez, on tente d'envoyer Velasco. Moi, je tente. J'aime bien profiter de la présence de mes petits punchers, là, que ce soit Scaroni, Battistella ou en l'occurrence Velasco, pour tenter des petits trucs. Puis après, si on me reprend, tant pis, au moins j'aurais tenté. Mais des fois, on peut profiter d'un scénario favorable pour aller s'imposer. On est avec Vendrame. Donc peut-être que Vendrame va collaborer. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal du tout. Trentaine de secondes. Est-ce que ça va suffire? Le problème, c'est qu'il collabore pas des masses, Vendrame. Il nous a pas beaucoup aidé. Et on va donc se faire reprendre après quand même une jolie tentative. Et le sprint est plus ou moins lancé. Regardez, est-ce que Jonathan Milan va faire une razzia encore une fois sur le sprint? Tim Merlier, Olaf Koy viennent à peine exister. Jonathan Milan au-dessus du lot en ce début de saison, sur tout ce qui ressemble à un sprint entre Cador. Merlier fait 4, Moschetti 3, Jacobsen 6, Groenewegen 7. Et très très belle victoire pour Milan. C'est un sprinter très puissant. Il est très puissant, Jonathan Milan. Il est dans la pure tradition de ces grands sprinters italiens là, qui sont assez inarrêtables quand ils sont mis dans des bonnes conditions. Ok, au classement général, peu de choses ont changé, à part certaines personnes qui ont pris un éclat, mais rien de significatif. On va pouvoir commencer à s'expliquer pour le général sur les étapes 5 et 6. L'étape 5, elle est classifiée en moyenne montagne. Les favoris sont Pogačar, Mas, Carapaz, Carlos Rodriguez et consorts. Nous ne sommes pas invités. C'est pas grave, ça ne nous empêchera pas d'essayer d'exister. Peut-être envoyer des hommes à l'avant, on va voir. On va voir si on est capable d'envoyer quelqu'un, un ou deux coureurs peut-être, dans cette étape-là. Ce serait sympa d'essayer de figurer pour la lutte, peut-être pour le maillot de la montagne. En tout cas, j'ai envoyé Fortunato. Vous le voyez ici. Fortunato avait forcément à un moment donné vocation à être envoyé à l'avant, surtout avec
son joli retard au général. J'ai bien veillé à le relever sur 2-3 situations, outre le contre-la-montre désastreux du début, mais ça, il n'y peut rien. Et voilà comment, finalement, on se retrouve avec un homme à l'avant. Alors, ça n'a pas duré, hein, malheureusement, ça a roulé très très fort, et on n'a pas été en mesure d'aller prendre ce qu'on avait envie d'aller chercher, à savoir peut-être les points du hors-catégorie, là, dans lequel on est San Giacomo. Donc bon, on reste placé avec Lutsenko, on a Tejada qui est un petit peu mieux ce jour-là, et qui semble pouvoir rester aux avant-postes. Allez, on va en profiter pour aller voler les points avec Tejada, on sait jamais. Ça c'est bien, ça nous positionne pour le classement de la montagne. Et on sort de cette difficulté quand même pas mal du tout. 29 coureurs, et on est bien représenté. On en a 5 qui sont là. On a Battistella et Ballerini qui ont magnifiquement joué leur rôle d'équipier, rien à dire. Mais en l'occurrence, il n'y avait pas autre chose à espérer. Faire rouler en fait, hein. Nous on a intérêt à ce que ça revienne pas, hein. Si ça revient pas, nous ça nous arrange. Ouais. Donc c'est comme ça qu'après dans le final, regardez, Van der Poel, Pogačar vont peut-être s'expliquer pour aller chercher la victoire d'étape. On peut trouver ça assez justifié. Regardez, Van der Poel qui va s'imposer très très largement ici devant Tadej Pogačar, ou est-ce qu'il va se faire sauter sur la ligne? Oui, il se fait sauter sur la ligne par Kwiatkowski, mais les meilleurs sont là, rien à dire, et nous n'avons pas perdu de temps, ce qui devrait nous positionner assez sympathiquement au niveau du général. On va voir ça de suite, quelles sont les conséquences. Donc voilà, victoire ultra logique pour Mathieu Van der Poel. Il était largement le meilleur sprinter de tous ceux qui restaient après cet écrémage en règle du peloton. Tejada fait 8. Scaroni, Velasco, Lutsenko placés en bons équipiers, les 2 premiers nommés. Et au général, regardez, on est pas mal, parce que Van der Poel aura du mal à exister dans l'étape 6, et on est virtuellement 2e derrière Tadej Pogačar avec 10 secondes. On est même d'ailleurs placé au général dans le top 10. Bon, et on aborde l'étape 6. Voilà. Alors, l'étape 6, elle est absolument déterminante sur ce Tirreno, avec une arrivée au sommet que je craignais beaucoup à l'avance, hein. Je me demandais un petit peu de quelle façon j'allais me faire manger, et on va voir un petit peu ce qu'il en est, quel sera le niveau de résistance d'Alexei Lutsenko, voire de Tejada, sachant qu'en échappée déjà on a quelques très bons coureurs qui sont partis, un ancien vainqueur du Giro quand même, rien que ça, et quelques coureurs bien solides autour qui veulent rejoindre un premier groupe. Donc attention à cette échappée dans laquelle on va avoir bientôt 13 coureurs qui vont se rejoindre et qui peuvent aller très très loin si le peloton ne réagit pas. Mais le peloton travaille déjà très dur. J'aime aussi voir ça, parce que ça correspond à une certaine logique de course en 2024, à savoir le team UAE qui travaille plutôt sérieusement à réduire les écarts. Pourquoi ? Parce que peut-être que Tadej Pogačar a une idée derrière la tête. On a les ascensions du jour ici, là, que je vous détaille. Il y a quelques murs, hein, par endroit, là, c'est au-dessus de 10%. Il y a des secteurs qui font très très mal. Après la montée finale, elle termine quand même de manière plus douce. Et donc la note de montagne peut-être sera à équivalence ou presque supplantée sur la toute fin, hein, par la note de moyenne montagne. En tout cas, c'est l'hypothèse que je formule. Et on passe comme ça les difficultés. Regardez, l'écart est splendidement maintenu par UAE, qui travaille très très bien. Et donc, nous, voilà, on a quand même une position très très favorable, puisqu'on n'a pas besoin d'assumer la poursuite. Et c'est quand même une énorme bonne affaire dans ce genre de situation-là. On est monté à un moment donné quand même à 4 minutes. Pourquoi ? Parce que vous l'avez vu, les équipiers UAE se sont épuisés. Alors là, je prends le relais. Je prends le relais avec Fortunato,
parce que je veux profiter de la situation, du fait notamment que Pogačar soit esselé et que, hormis les Ineos, il n'y ait pas non plus beaucoup de Movistar pour aider Enric Mas. Donc gros boulot sur cette partie-là d'étape de Lorenzo Fortunato, coureur qu'il faudra essayer de placer à des moments dans la saison en situation de pouvoir briller. Il y aura des opportunités, j'en suis assez convaincu, même si pour le moment ça n'a pas été trop le cas. Regardez, Movistar aide un peu, ils ont quand même quelques gars. Mas est-il un candidat sérieux ici à la victoire? Peut-être, et puis Ineos surtout travaille très fort, et du côté d'Ineos, on se méfiera quand même de Tom Pidcock, même si le dénommé Pidcock n'est pas le meilleur grimpeur du tout du lot. Alors là, je choisis de travailler, parce qu'en fait, on prend confiance au fur et à mesure que l'étape passe, et puis on a envie aussi d'éliminer Mathieu Van Der Poel, dans ce sens que, allez, mince, normalement, Mathieu, sur ces pourcentages-là, c'est pas son terrain. Donc on va essayer de l'éliminer en le sortant des roues, là, des tout meilleurs. Gros efforts pour les uns ou les autres. On est encore bien, très bien représenté dans ce groupe. Plus que 1 minute 20 de retard sur l'échappée. Il reste un petit peu plus de 6 km. Ici, regardez, Van Der Poel qui s'accroche, Pogačar, bien sûr, il est calé. On parle pas trop du team Visma Lease Bike sur ce Tirreno, même si Jorgenson reste placé, tout de même. Et après ce petit moment de temporisation, on peut repartir de l'avant avec Tejada qui peut donner ici beaucoup. Allez, j'ai la chance d'avoir encore une protection sur Lutsenko, donc ça c'est très bon. C'est dû à la constitution de l'équipe en fait. On a vraiment mené une équipe pour le classement général, et là ça se ressent. Battistella travaille très dur, reprend les derniers rescapés de l'échappée. On est prêt ensuite à caler dans la roue de Tejada l'ami Lutsenko. On est très présent sur cette fin d'étape. C'est assez rassurant. Enric Mas en embuscade, Ineos qui lâche pas, gros boulot de Tejada, et là hop, on va faire un petit peu, on va aider à la cassure en libérant Scaroni et Fortunato de la roue, et là Alexei Lutsenko peut en placer une après cet excellent boulot de Tejada. Carlos Rodriguez et Mas vont essayer de suivre le Kazakh, mais la victoire lui appartient. Devant donc Rodriguez, Carapace aussi revenu d'assez loin, qui vient couper ici pour Jumbo, c'est Jorgenson, le solide Jorgenson, et là on se dit, mais il est où? Ah oui, ouf, il est là. Et non, mais je parle pas de lui. Ok, Van Der Poel a quand même réussi à sauver les mêmes, mais il est où le mutant extraterrestre? Il est là. Et là, je vous avoue que j'ai pas trop compris. Il faut croire que notre ami Pogačar n'est pas au pic de forme, ou alors a hérité de manière aléatoire d'une forme désastreuse. Il est juste pas sur ses objectifs de saison, apparemment. Je vois que ça comme explication, parce que sinon c'est absolument impossible. Il est pas malade, je suis allé vérifier. Il a rien de problématique, et c'est comme ça qu'en fait on va prendre la tête du classement général. Là, c'est quand même un énorme coup de tonnerre que cette victoire de Lutsenko au sommet, qui lui donne quasiment sur un plateau la victoire finale au classement général de ce Tirreno Adriatico. Alors je réfléchissais, après je me disais, mais est-ce qu'on peut accepter un truc comme celui-là? Est-ce que c'est pas complètement surfait? Tiens, on voit le petit Grégoire là qui est aux avant-postes. Et si on a un sponsor français ou qui aime le territoire de la France, on va pas non plus s'interdire, peut-être, de recruter le jeune Grégoire qui est en fin de contrat. Donc on peut avoir un changement de cap radical dans cette équipe. Voilà, parenthèse refermée. Donc je me disais,
Au final, est-ce qu'on peut accepter ça? Oui, dans la mesure où, pour Astana, c'est un objectif qu'on peut qualifier d'un objectif de première partie de saison. Et c'est un objectif, c'est l'objectif avec un O majuscule. Sur tout le reste, on n'est pas attendu, le sponsor ne veut rien. Alors que pour Pogačar, c'est un petit objectif parmi beaucoup d'autres, surtout si on le voit peut-être disputer le Tour des Flandres, si on le voit présent par la suite. Peut-être qu'il a un objectif qui est calé au Giro, hein, parce qu'il va participer. Au Giro, je sais pas comment le jeu se comporte par rapport à ça, quoi. Hein. Bon, voilà. Donc, pas choqué outre mesure, même si, quand même, de prime abord, c'est assez surprenant. Qui va remporter le sprint de l'étape suivante, l'étape 7? Waouh, quelle domination pour Jonathan Milan. Devant cette fois, Groenewegen, Bauhaus, Moschetti toujours bien régulier, et Olaf Koy. Gerben Thijssen vient faire 6. Ok, on est pas mal. On a une certaine logique. Le sprint aura été ultra dominé par le coureur de la Lidl Trek. Il n'y a rien à faire. Beaucoup plus puissant, beaucoup plus rapide. Et c'est ainsi que se termine ce Tirreno Adriatico. On aura eu une visibilité 10 et on aura pris relativement largement notre top 10 au classement général. Donc, plutôt une expérience positive. Ensuite, on pourrait basculer, mais ce que je vous ai gardé aussi, donc voilà, l'objectif est rempli. Ça fait plaisir de voir un truc comme celui-là. On pourrait basculer direct sur Milan-San Remo, mais je voudrais quand même vous montrer 2-3 petits éléments de Paris-Nice. Voilà, vous voyez, ici, j'ai pas encore reçu les points, je suis pas très content. On devrait plus être à 50 avec Astana, mais bon, voilà. L'évolution des sponsors continue à se faire, vous le voyez bien. On a comme ça des contacts qui continuent à s'avancer. Et on a aussi un peu d'argent. Alors, mini spoil, on a gagné un peu d'argent à Paris-Nice, vous verrez comment. Mais surtout, on a gagné une trentaine de milliers d'euros sur Tirreno. Et de toute façon, maintenant, on a compris en fait que ce sera plus un problème, le fric, parce qu'on est relativement serein. Au début, j'avais un peu la crainte que ça le soit, et puis en fait, ça va. Alors, Paris-Nice, je ne vais pas le développer beaucoup. Je vais juste vous montrer quelques moments pour qu'on puisse éventuellement découvrir davantage. C'est plus dans la partie de l'auto que je vais proposer le Paris-Nice, qui sera joué de manière plus sérieuse. Hein, donc comme ça, il y en a une de chaque. Une pour Tirreno, une pour Paris-Nice. Et ce sera très bien comme cela. J'ai essayé, parce que j'emmène une équipe qui est très faible, hein, le meilleur coureur de toute cette équipe, c'est, allez, on va dire Sreling, et puis sinon, Casbol pour le sprint, mais c'est pas non plus flambant. Hein. Donc bon, j'économise Cavendish pour le Giro. Petite parenthèse. Voilà comment on va sortir de manière assez surprenante environ 37 coureurs qui vont se retrouver à la lutte pour la victoire dans cette étape-là. Et c'est une descente. Donc forcément, vous avez moyen de lancer d'un petit peu plus loin. Sreling qui met Canter sur orbite, lequel Canter aura pour mission de permettre à Bol, mais regardez, c'est un peu tard. Oh là là, oh le fail total. Alors, il y a fail à plusieurs niveaux. Déjà, mon sprinter qui passe pas mon poisson pilote. En même temps, Max Canter est quand même référencé, mais bon, voilà. Et puis en plus, où sont les sprinters? Ils n'ont pas réussi à s'organiser. On reste toujours, vous voyez ici, ça fait peine, hein, honnêtement, pour ne pas dire plus. On reste toujours sur une fin d'étape 1 de Paris-Nice. Moi, je trouve que c'est une constante qui est excessivement mal gérée. Et alors, je pense que là, on est même allé se confronter à un autre problème du jeu. Mais ça, c'est pas nouveau. Hein. Quel problème? Vous le savez, les arrivées derrière une bosse. Voilà. Qu'elle soit
difficile à passer ou plus facile comme celle-ci. Apparemment, ça a été excessivement mal géré, ça n'a pas changé. Bon, bref, donc on referme cette parenthèse. Ici, vous observez une zone de vent sur l'étape 2, dans le final. Donc la zone de vent, c'est toujours un truc intéressant. Voir un peu comment le jeu gère ça. Vous voyez qu'il y a déjà une petite cassure, il y a une vingtaine de coureurs qui se sont fait éjecter du peloton principal. On va essayer de prendre une roue, à tout hasard, après tout. Est-ce qu'on est capable de suivre Mats Pedersen? Je l'ignore, mais bon, on verra bien. Zut, on a raté la cassure, vous voyez. J'ai raté la cassure. Ça va donc se jouer entre les 19 de l'avant et cassure irrémédiable là pour le peloton. Du coup, Boll a pas réussi à prendre le bon wagon, bref. Et là, ça sprint. Qui va s'imposer? Brian Cocard. Énorme. Là, quand la fiction rejoint la réalité. Brian Cocard qui avait gagné une étape sur le World Tour il y a peu. Et ben voilà, il en gagne une aussi. Donc c'est pas souvent quand même que le sprinter français aura été à l'honneur sur les sprints en World Tour dans sa carrière. Ici, il l'est également. Donc, victoire de Cocard. Bon, c'est un peu sur un malentendu encore, cette fin d'étape. La cassure, là, elle est quand même assez immonde, je me permets de le dire. 44 secondes pour tout le monde par rapport au groupe de l'avant. Bref, du coup, Max Kanter garde son maillot de leader, mais bon, c'est anecdotique, en vertu de ce qui va arriver juste après, à savoir un contre-la-montre. Alors là, écoutez, j'ai vraiment personne qui est capable de rouler. J'ai personne. Donc, je me suis permis, c'est un contre-la-montre par équipe, je me suis permis de simuler, parce que, à un moment donné, il faut pas non plus exagérer. Voilà, Ineos s'impose. Ineos, de toute façon, c'est des rouleurs de ouf. Ils avaient même Josh Tarling et tout, bref. Bon. Et puis derrière, ça éclate un peu. Et nous, on a pris super cher. On est quasiment dernier. On a juste 2 équipes ou 3 qui ont fait pire que nous. Mais bon, bref, on s'en fout un peu. Marine Vandenberg qui prend du coup le maillot de leader désormais. Au moment d'aborder également une étape 4 que j'ai choisi de simuler, n'ayant pas les moyens de faire mieux que cela. Vingegaard, Roglic, allez, expliquez-vous les gars, par pitié. Ah non, j'ai pas simulé. Tiens, je croyais que j'avais simulé. Finalement, je l'ai joué, donc je suis allé chercher des points avec Srelling. Peut-être avec un maillot à pois dans un coin de la tête. Ouais, je me souviens même plus des fois de... Ce que je sais juste, c'est que ce Paris-Nice, je l'ai pas joué à fond, parce que de toute façon, c'était impossible d'exister face au cador du général, mais par contre, essayer d'aller ponctuellement les titiller ou glaner quelques miettes, pourquoi pas, en effet. Ça va arriver de toute façon de manière groupée, assez immonde, là, cette étape 4, bof, je suis pas fan, quoi. Je suis pas fan du tout. Roglic va-t-il tenir? Regardez, il lui reste pas grand-chose. Est-ce que Julien Alaphilippe va venir le coiffer au poteau? Bon, en fait, plus personne n'a d'énergie sur cette toute fin d'ascension du Mont Brouilly. Victoire de Roglic devant Alaphilippe et Geraint Thomas. Remco reste placé et Vingegaard ne perd pas de temps, à part les bonifs. Bon, nous, on est aux fraises, nous, on s'en fiche, c'est pas important. On arrive en semi-groupetto bien longtemps après. Regardez, victoire de Roglic, c'est la première que je vous montre dans cette partie. Ça fait plaisir, moi j'aime bien Primoz Roglic. Je suis toujours content quand il gagne. Donc, cool. Est-ce qu'il prend le général? La question, elle est là. On va regarder ça de suite. Au niveau du général, qui est-ce qui conserve? Ah bah non, c'est toujours Vandenberg. Il avait dû s'accrocher, le bougre, avec ses notes qui permettent un petit peu d'exister sur terrain vallonné également. C'est peut-être pas non plus sur cette étape 5 qui va perdre son maillot. Étape 5 simulée avec une victoire au sprint. Pascal Ackermann devant Pedersen et Arnaud Delis. Vous voyez, conservation du maillot. Les favoris, finalement le mieux placé c'est Geraint Thomas. Peut-être que Geraint Thomas peut gagner Paris-Nice sur ce coup-là. On va voir. On va voir ça.
L'étape 6, donc, qui arrive à la colle sur loup. Je vous dis, je la jouerai avec l'auto. Mais là, pour le coup, j'avais envie d'aller vite. Au général, tiens, changement. Maintenant, c'est Fraile qui est leader. Et on va enfin arriver dans ce qui doit être décisif, à savoir l'explication de l'étape 7. Roglic, Vingegaard, Adam Yates et même Sepkus, Remco. Vous avez vu le 76 en montagne de Remco. C'est un peu moche. Hein. Et victoire de Vingegaard. Bien, ça fait plaisir. Un peu de logique. Mais Thomas, qui avait bénéficié de la cassure en fait des 40 secondes là, de l'étape 2, là, qui va gagner Paris-Nice là-dessus, hein, très probablement. Donc c'est un peu moche, là encore, quand le général se joue à un malentendu, dirais-je, hein, et une fin d'étape pour le moins bizarroïde, parce que jamais les Visma, les Bike lâchent le contact avec un groupe pour permettre à un concurrent de prendre 40 secondes à Vingegaard s'il veut la victoire finale dans Paris-Nice. Hein, donc c'est vraiment débile. Bref, ici je me suis amusé sur l'étape 7, donc la fameuse étape 7 de Paris-Nice, celle qui est dure à gagner, parce qu'au final, on se fait souvent avoir à la fin, et puis les efforts sont pas récompensés. On y est parti nombreux. Hein. Pronsky, Lopez, Sreling et Vinokourov. Allez, rien que ça. On est parti très nombreux. En même temps, les Groupama FDJ, ils ont Lenny Martinez et Russo, hein, donc on n'est pas non plus seul. Puis après, regardez, en fait, on est les seuls à être intéressés par cette échappée. Bon, très bien, hein. Moi j'y vais. Hein. Donc là, ce que je vous propose, c'est pas le meilleur de PCM. Hein. J'en suis bien conscient. Après, on va essayer de travailler, nous. Hein. On va demander à Lopez de laisser passer pour les GPM, parce qu'il y a peut-être quelque chose à chercher. Quand on voit que c'est Sénéchal qui mène la poursuite, j'ai envie de dire ouais, d'accord. Ouais, Sreling, faut qu'il prenne les points en fait, parce qu'il en a déjà des points. Donc il peut être maillot à poids s'il prend tous les points, et je crois que ça va être le cas dans cette toute fin d'étape. Je vous l'ai fait courte, fallait un petit peu aller à l'essentiel. Voilà, Sreling va prendre le maillot, et Sreling va même s'imposer, victoire offerte par un excellent travail de Pronsky et des autres qui ont bien participé ici. Et donc on a gagné cette étape, mais vraiment comme des voleurs de poules. On a rien fait de spécial, et on prend cette étape-là. L'impression forcément est mitigée. Mais ce qui me reste peut-être le plus en travers de la gorge, outre je dirais, ces victoires un petit peu trop facilement acquises, c'est plutôt le général. Parce que de voir Geraint Thomas damer le pion à Vingegaard, honnêtement, c'est pas possible. Remco a explosé, mais en même temps, c'est une conséquence de ses notes. Ouais, nous, on a pris la montagne, mais la montagne, c'est facile à prendre. On sort de là même avec une visibilité 10. Ok. Et, sans transition, on bascule vers Milan-San Remo. Alors, Milan-San Remo, on a tous des interrogations sur la manière dont ça se passe, parce que c'est une zone de difficulté de Pro Cycling Manager depuis de nombreuses années. Alors, vous voyez qu'on est pas mal du tout en termes de forme. Voilà, on a à l'image de Lutsenko un peu de fatigue, mais pas non plus outrancière. Vous voyez que d'après les calculs, on était à 95, mais là on est à 93. Bon voilà, il va falloir m'expliquer le delta. Mais bon, on va pas polémiquer pour 2 points de forme, même si ça joue un rôle, puisque à partir de 95, vous avez plus 1 partout, alors qu'en dessous de 95, vous l'avez pas, à 93 par exemple, et vous avez des malus si vous êtes en dessous de 88, etc. Donc, tout ça pour dire quoi ? Que ici, j'ai une carte de punch possible, si on veut attaquer dans le Poggio, par exemple, et puis j'ai une carte que j'ose pas trop mentionner, avec Fortunato, genre à la Nibali, quoi. Hein, le mec part, il descend bien, et il conclut, mais j'y crois pas des masses. Pour être franc, on n'a pas de sprinter en tant que tel, puisque Ballerini n'est pas invité, hein, s'il est face à Pedersen, Philipsen, etc. Donc c'est
voilà, vraiment en ultra, ultra outsider qu'on arrive là. Et sans réelle ambition, j'ai bien conscience qu'on ne pourra pas jouer notre chance sur ce Milan-San Remo. Et si on arrive à la jouer, c'est pas normal. Voilà. Donc, à voir. À voir un petit peu. Je ravitaille une dernière fois à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée, avant l'enchaînement Cipressa Poggio. On sait qu'après, ça roule à blinde, donc c'est pas du tout le moment après d'aller chercher un ravito. Ça sert à rien. Et regardez, on va rentrer sous peu, voilà, dans la Cipressa. Il y a quelques attaques de coureurs courageux. On a notamment eu Stefan Kung, on a eu Lascano, des gens qui ont tenté leur chance. Et nous, on va essayer aussi ici d'imprimer un rythme, tout de même, avec Battistella, Scaroni, des fois que quelque chose soit possible. Je trouve ça amusant d'essayer de tenter quelque chose dans la Cipressa, même si on sait que ça aboutit assez rarement, mais pourquoi pas. Allez, on est très 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 bien suivi, le peloton ne laisse rien passer dans ces cas-là. Il y a même le général en chef, Van der Poel, qui fait le boulot très très probablement pour le compte de Philipsen, sur lequel l'équipe Alpecin de Koenig a dû miser à l'occasion. Bon, ça ne nous empêche pas quand même de s'organiser, de rouler à fond. Allez, Matteo Trentin qui tente une attaque assez folle ici sur la zone intermédiaire entre les deux difficultés finales. Matteo Trentin n'aura pas le luxe d'aller bien loin, on s'en doute. Ici, il n'y a même pas que nous qui travaillons. On s'est mis en file indienne et on va demander maintenant à Ballerini de faire le job. Vous voyez, j'ai calé Fortunato en dernière position. Pourquoi ? Parce que j'espère peut-être essayer de le libérer sur le dernier tiers de Poggio pour voir s'il est capable de faire quelque chose dans la descente. Il a une bonne note de descente, l'ami Fortunato. Donc, à voir. Voilà, Ballerini qui s'écarte. Battistella en effort 95, curseur. Donc, il s'agit ici vraiment d'éliminer les sprinters si on le peut. Et puis si on les élimine pas, ça voudra dire que le jeu a bien réagi. Battistella va bientôt passer le relais, voilà, à Scaroni. Et ici, c'est là que normalement on doit attaquer, si on le peut, avec Fortunato qui part. Ici, voilà, hop, on lui a fait la cassure en fait, à Fortunato. Il a 10 secondes au sommet du Poggio. Est-ce que 10 secondes, ça peut suffire pour l'Italien ? Pas forcément, on va voir. Ça dépend un petit peu comment ça roule. Donc je vais essayer de rouler assez fort avec Fortunato. 11 secondes, 7 secondes, 6 secondes. Ouais, d'accord, ça doit accélérer derrière, là, probablement. Oui, ça accélère. Mohoric, qui y va de son accélération. Derrière, regardez le TGV à droite. Philipsen, fort bien placé. Bon, de toute façon, il n'a pas eu besoin réellement de grand chose ni de grand monde pour aller chercher ce Milan-San Remo devant Mats Pedersen et Tadej Pogacar. On fait 5, mais c'est anecdotique. Van der Poel se contente d'une 4e place et a bien bossé pour Jasper Philipsen. Bon, j'ai envie de dire, pour une fois que le résultat il colle avec la réalité, Philipsen, vainqueur de Milan-San Remo 2024. Tout va bien pour moi, même si on a des griefs, on le sait tous, sur la facilité avec laquelle certains sprinters passent le Poggio dans le jeu. Depuis quelques années, on a ce grief-là, alors que le Poggio était dominé par les punchers. Mais ici, ça ne me choque pas, car Philipsen est quand même quelqu'un qui est censé passer. Et là, un petit plus jamais ça. C'est ce que je vous propose pour cette classique Bruges-La Panne. Parce que, en fait, je pense que vous comme moi, on est un peu saturé de certaines choses et malheureusement, cela va se reproduire encore une fois. Alors, c'est un plus jamais ça qui ne ressemble pas au plus jamais ça de l'épisode 1, mais qui ressemble quand même. Alors, allez-y, voilà, je suis pas très clair là. Je m'explique. Zone de vent égale gros danger sur Pro Cycling Manager. Pour autant, l'instauration des zones de vent, c'est une super idée.
et elle remonte à quelques années en arrière. Tiens, un petit coucou au Kemmelberg qu'on ira sûrement resaluer au moment de Gantwevel Game quelques jours plus tard. Les zones de vent, il y en a 3 sur la fin de cette classique, qui franchement est un endroit où j'aime bien aller. Classique Bruges-la-Panne, franchement c'est super sympa. Au début ça roule assez vite, on notera que l'échappée quand même compte 7 coureurs, attention, ça peut résister. Première zone de vent aura rendu son verdict. Je lance Rudiger Zelig en ravitaillement pile au moment où vous voyez on est entre les 2 zones de vent. En fait c'est normal qu'il y ait 3 zones de vent parce qu'en fait on refait 3 fois le même parcours, il y a 3 tours de circuit si vous voulez. Et que se passe-t-il? On résiste tant bien que mal. Vous voyez j'ai surprotégé Cavendish et puis les autres sont calés dans la roue, un peu dans l'ordre dans lequel je compte, j'ai dit un peu, dans l'ordre dans lequel je compte les faire intervenir un peu plus tard. Voilà. Vous allez voir ça de toute façon. Pourquoi? Parce que je m'aperçois qu'on ne revient pas dans le tempo que je pourrais espérer. On ne revient pas sur les échappées et ça fleure bon l'échappée qui va au bout. Et il était exclu de ne pas se donner au moins une chance de sprinter et profitant des coureurs ici présents de au moins pouvoir fabriquer un petit train de sprint. Donc voilà pourquoi je vais demander à Fedorov de rouler à toute blinde. Fedorov a fait un boulot immense. Derrière lui, c'est le géant russe Syriza à qui on demande là encore de rouler. Donc là c'est vrai que quand enchaîne Fedorov puis Syriza, normalement ça roule bien. Et regardez, on aperçoit déjà quand même les échappées. Mais attention, il reste plus que 6 km. Donc on n'est absolument pas certain de les reprendre. Toutefois, on aura Max Kenter qui pourra peut-être intervenir juste après. Syriza a fait un immense boulot avec le vent comme ça de côté. C'est incroyable ce que le mec a produit. Ici, je lance parce que je vois bien qu'on est trop proche. Boll qui arrive. Hop là, Cavendish qui nous fait une petite superposition avec un des rescapés de l'échappée. Et voilà, ce que je voulais plus voir, ce que j'ai plus envie de voir, c'est les triplés en fait. Je sais que dans la réalité, les triplés, c'est arrivé quelques fois au cours des dernières années. Il y a dû en avoir... ça se compte sur les doigts de la main. Un triplé jumbo sur Paris-Nice. Il y a eu quelques triplés. Mais c'est pas pour autant qu'avec Astana, on devrait faire un triplé sur la classique Bruges-la-Panne, quoi. Donc, voilà. Je suis vraiment désolé. Mais j'ai joué le jeu. Moi, j'essaie de profiter des zones de vent. Mais pas trop quand même, vous l'avez vu. J'ai pas non plus essayé de rincer le peloton. Et regardez ce dont je vous parlais l'autre jour. Les histoires de lignes de sprint rallye. Superposition. Avant, il y aurait eu collision. Et là, c'est une superposition. Bon, après, le cave est malin, il passe par la droite. Boll, il lui en reste plus. Mais on a quand même failli de nouveau assister au scénario où le sprinter ne revient jamais sur son poisson pilote. Bref, un peu d'argent sur ce triplé. Voilà. Les objectifs, on en a parlé tout à l'heure. Et puis l'intérêt des sponsors qui pourraient éventuellement nous contacter continue à grandir. J'attends peut-être une bonne nouvelle au 1er avril. C'est-à-dire peut-être que Vittel BMC Racing aurait terminé. Moi, j'ai pas de religion là-dessus. Je prendrai ce qui sera le mieux au niveau des territoires et au niveau de l'argent. Donc voilà, j'ai pas pris de décision. Les victoires, honnêtement, il y en a un peu trop. On est d'accord. Il y en a un peu trop. Et sur les temps à venir, on se prépare tout simplement à jouer les classiques, celles que vous imaginez. On commencera l'épisode prochain avec le GPE 3. Ça s'appelle autrement maintenant E3 Saxo classique ou un truc du genre. Je rêve de faire quelque chose de joli sur le Tour des Flandres, mais je sais très bien qu'on ne gagnera pas. Paris-Roubaix, on risque d'être fort ridicule et de regarder finalement l'explication, mais ce que je ferai, je laisserai mes coureurs se reposer et puis on regardera l'explication entre les favoris. Et puis, vous voyez aussi, voilà, je fais un petit regroupement quand même
Ce Giro, je le sens mal. Depuis que j'ai compris que ça se passe pas très bien au niveau du sprint, pour moi, hein, attention, hein, d'autres gens y arriveraient sûrement. Hein. Depuis que j'ai réalisé ça, je suis très peu confiant en fait en le remplissage d'objectifs sur le Giro qui va venir. Je crois que j'ai probablement pris une mauvaise option et que je risque de le payer très très cher. On verra. En tout cas, voilà. Si j'arrive à aller jusqu'à Liège-Bastogne-Liège à la fin du prochain épisode, je serai très satisfait. Donc, je vous dis à bientôt. Portez-vous le mieux possible et excellent Tour de France à tous. Il est passionnant. Bye bye.